Mara vivait selon 3 règles. Rester silencieuse, rester utile, rester invisible. 3 ans dans la meute de Silvercrest. Et ces règles l'avaient gardée en sécurité. Pas heureuse, pas vraiment, mais en sécurité. C'était le plus important. Surtout quand on est une oméga non liée dans une meute qui n'est pas la sienne. On travaille dans les cuisines d'une grande maison qui appartient à quelqu'un d'autre. On dort dans une petite chambre, avec une fenêtre qui donne sur un mur. La sécurité, c'était suffisant. La sécurité, c'était bien. Elle se le répétait tous les matins. Ce matin, elle se le répétait en courant. Pas une course dramatique. Pas une fuite à travers la forêt, les cheveux au vent et le cœur battant. Juste un pas rapide dans les couloirs de service de la grande maison. Elle se dirigeait vers l'entrée des cuisines. Elle était en retard avec le linge du matin. Et la gouvernante en chef avait un rapport très particulier avec le retard. Un rapport qui impliquait un regard très particulier. Un regard que Mara essayait d'éviter depuis 3 ans. Elle a tourné un coin trop vite. Le panier de linge a heurté quelque chose de solide. Et cette chose solide n'a pas bougé. Mara a reculé en trébuchant, se rattrapant au mur. Elle a levé les yeux. L'homme qui se tenait dans le couloir ne lui était pas familier. C'était immédiatement étrange, car elle reconnaissait tout le monde dans la grande maison de Silvercrest. 3 ans lui avaient donné une carte mentale précise. Elle savait qui allait où et quand. Ce couloir, à cette heure, aurait dû être vide. Il ne l'était pas. Il était grand. Plus large que ce que le couloir pouvait confortablement accueillir. Cheveux sombres, coupés courts. Une mâchoire qui semblait conçue dans un but précis. Et ce but était de forcer les gens à le prendre au sérieux, sans même qu'il ait à dire un mot. Il portait des vêtements de voyage sombres, le genre de vêtements qui sont chers sans en avoir l'air. Et il avait cette immobilité particulière, celle de quelqu'un qui a l'habitude d'être la chose la plus importante dans la pièce où il entre. Il la regardait avec des yeux sombres. Elle la regardait, son panier de linge pressé contre sa poitrine. « Pardon », dit-elle automatiquement. « Excusez-moi, je ne... Pardon. » Elle fit un pas de côté pour le contourner. Sa main s'est tendue. Pas pour l'attraper, juste pour bloquer le passage. La paume à plat contre le mur à côté d'elle. Son bras barrait le couloir. Assez pour l'arrêter sans la toucher. Elle se figea. « Quel est votre nom ?» dit-il. Sa voix était basse et égale. Elle avait une qualité qu'elle sentit dans son sternum. « Mara », dit-elle, avant même de se demander si c'était une information qu'elle voulait donner. Il la regardait un long moment. Pas comme les hommes regardent parfois les omégas. Un regard évaluateur, calculateur, possessif. Non, c'était différent. C'était un regard concentré. Elle prit conscience de plusieurs choses en même temps. Sa louve, d'habitude si silencieuse qu'elle en était presque absente, s'était complètement réveillée. Son rythme cardiaque, qu'elle parvenait habituellement à maîtriser, faisait quelque chose d'incontrôlable, et l'air dans le couloir avait changé, d'une manière pour laquelle elle n'avait pas de mots. Elle se pressa légèrement en arrière contre le mur. « Je dois passer, dit-elle. Le linge est en retard. » Il n'avait pas bougé son bras. « D'où venez-vous » demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « D'ici, dit-elle. Des cuisines de Silvercrest. À l'origine, elle garda son visage impassible. À l'origine, je viens de la colonie de la frontière Est, mais je suis ici depuis 3 ans. Alors, la frontière Est, dit-il. Sa voix changea légèrement, très légèrement. Oui, dit-elle prudemment. Est-ce que vous connaissez? Il la regarda encore un instant, puis il baissa le bras. Elle passa rapidement devant lui, le panier serré contre sa poitrine, et elle ne se retourna pas. Elle atteignit le couloir des cuisines et tourna le coin. Elle resta là pendant exactement 4 secondes, se forçant à respirer. Sa louve ne se calmait pas. « Arrête », lui dit-elle. Elle n'arrêta pas. Elle livra le linge. Elle avait 8 minutes de retard. La gouvernante lui lança le regard. Elle s'excusa avec la formule spécifique qui réduisait la durée du regard. Puis elle se remit au travail. En milieu de matinée, elle s'était presque convaincue que ce n'était rien. Un étranger dans un couloir, quelqu'un en visite, un alpha d'un autre territoire, probablement des affaires de meute qui ne la concernaient pas, et dont elle n'avait pas besoin de se mêler. Son monde, c'était la cuisine et le linge, la petite chambre avec vue sur le mur. Et rien de ce qui s'était passé dans ce couloir ne devait entrer dans son monde. Puis Senna, des étages supérieurs, entra dans la cuisine à midi. Elle avait l'énergie particulière de quelqu'un qui apporte des nouvelles qu'il peut à peine contenir. « Il est là », dit Senna à quiconque voulait bien l'entendre. « Le roi Alpha est arrivé ce matin. » Elle serra les mains. «
Il est ici pour l'Assemblée. Ils lui ont donné toute l'aile est. Les mains de Mara s'immobilisèrent sur le légume qu'elle coupait. « À quoi ressemble-t-il » demanda l'une des autres filles. « Grand, » dit Senna. « Cheveux sombres, des épaules comme... » Elle fit un geste qui décrivait parfaitement les épaules. Mara posa son couteau. Elle regarda le mur. Elle pensa à une main à plat contre la pierre. Pas pour attraper, juste là. Sa louve fit un son qu'elle ne lui avait jamais entendu faire. Elle reprit son couteau. Elle n'était personne. Il était le roi Alpha. Elle avait été dans un couloir pendant 45 secondes, transportant du linge. Ce n'était rien. L'assemblée durait 3 jours. 3 jours pendant lesquels la grande maison de Silvercrest devenait quelque chose de différent, plus bruyante, plus formelle. Remplie de gens importants, se déplaçant avec détermination dans des espaces habituellement vides. Mara s'y déplaçait comme elle se déplaçait partout, prudemment, le long des murs, invisible par habitude. Elle était douée pour être invisible. Elle l'avait appris jeune, dans la colonie de la frontière Est. Là-bas, se faire remarquer n'était généralement pas une bonne chose. Elle avait apporté cette compétence à Silvercrest. Elle l'avait affinée pour en faire presque une forme d'art. Le bon rythme. Pas assez lent pour avoir l'air d'éviter quelque chose. Pas assez rapide pour paraître pressé. Les yeux sur la tâche, pas sur la pièce. Présente, mais sans se faire remarquer. Ça marchait sur tout le monde. Presque tout le monde. Elle portait un plateau de rafraîchissement dans le couloir extérieur de l'aile est. C'était le 2e après-midi, quand elle le sentit. Pas entendu, senti. Le poids d'un regard sur elle. Elle continua de marcher, les yeux droits devant, le plateau stable. Elle arriva au bout du couloir avant de s'autoriser un regard en arrière. Il se tenait à l'autre bout avec 2 autres hommes. Il lui disait clairement des choses importantes. Il la regardait. Pas le plateau. Elle se tourna vers l'avant et continua de marcher. Ce soir-là, au dîner dans le hall des serviteurs, elle s'assit à côté de Senna. Elle écouta les ragots de l'assemblée sans y participer. Et elle essaya de comprendre ce qui se passait dans sa poitrine. Sa louve était agitée depuis la veille au matin. Pas effrayée. Elle connaissait la peur. Elle connaissait cette sensation particulière, tendue et froide. Celle d'une situation qui exigeait une gestion prudente. Ce n'était pas ça. C'était quelque chose pour lequel elle n'avait pas de catégorie. « Que sais-tu de lui » demanda-t-elle à Senna, prudemment. Comme si elle était à peine intéressée, Senna parut ravie qu'on lui pose la question. « Il est roi Alpha depuis 8 ans, » dit Senna. « Il a succédé à son père à 22 ans. Tout le monde disait que c'était trop jeune. Mais ensuite, il a gagné la guerre du Nord en 14 mois. Alors plus personne n'a rien dit. » Elle baissa la voix. « Il n'est pas lié. » Mara mangea sa soupe. « Tout le monde essaie, » continua Senna. Chaque meute qui a une fille en âge de se marier la lui présente depuis 2 ans. Elle secoua la tête. Il ne montre aucun intérêt. Son conseil est apparemment en train de perdre la tête à ce sujet. Pourquoi aucun intérêt? Dites Mara, qui sait? Répondit Senna. Certains disent qu'il attend quelque chose de spécifique. D'autres disent qu'il est trop froid pour une compagne. Elle haussa les épaules. Je pense qu'il n'a juste pas trouvé quelqu'un qui n'agisse pas complètement différemment avec lui à cause de ce qu'il est. Mara pensa à un couloir, à la collision avec quelque chose de solide qui ne bougeait pas, au fait qu'on lui ait demandé son nom d'une voix qui attendait la vérité. Elle n'avait pas su qui il était. Elle lui avait juste répondu comme une personne répond à une autre personne. Elle chassa fermement cette pensée. Le 3e matin, elle fut affectée à l'aile est. Cela ne lui plut pas. Elle ne dit rien à ce sujet, car elle ne disait jamais rien au sujet des affectations. Elle prit son matériel de nettoyage et son panier. Elle se rendit à l'aile est. Elle nettoya les pièces extérieures avec efficacité. Elle essaya de finir avant que quelqu'un d'important n'apparaisse. Elle était dans la 3e pièce quand la porte au bout du couloir s'ouvrit. Elle l'entendit avant de le voir. Pas parce qu'il était bruyant, mais parce que sa louve faisait apparemment des alertes de périmètre maintenant. C'était nouveau et malvenu. Elle garda la tête baissée, continua de bouger. Elle redressa un rideau qui n'en avait pas besoin, et elle se força à se fondre dans le décor. Ses pas s'arrêtèrent devant la pièce où elle se trouvait. Elle leva les yeux. Il était dans l'embrasure de la porte. Il congédia la personne qui l'accompagnait. Il était seul. « Vous avez évité ce couloir, dit-il. « Je travaille là où on m'affecte, répondit-elle. « Vous avez travaillé dans l'aile ouest hier. » Elle le regarda fixement. Ils avaient besoin que l'aile soit faite aujourd'hui. Il entra dans la pièce. Sans se presser. Elle ne bougea pas. Bouger aurait révélé ce que c'était. Il s'arrêta à quelques pas.
Assez près pour une conversation, assez loin pour que ce soit techniquement approprié. « Vous ne saviez pas qui j'étais » dit-il. « Dans le couloir? Hier. Non. Comment l'avez-vous découvert? Les discussions de cuisine, dit-elle. Ce n'était pas difficile. Vous êtes le seul roi alpha à être arrivé cette semaine. Le coin de sa bouche bougea. Elle enregistra cela sans le vouloir. Est-ce que ça change quelque chose? Demanda-t-il. Elle le regarda honnêtement. Ça change le degré de prudence que je dois avoir, dit-elle. Il fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes le roi alpha et que je suis une oméga des cuisines. C'est une différence significative. Et la prudence est la réponse sensée aux différences significatives. Il la regarda un long moment. « Vous n'avez pas peur de moi, dit-il. Non, pourquoi? » Elle réfléchit à la question. « Parce que la peur ne semble pas utile, dit-elle. Et vous n'avez encore rien fait d'effrayant. Encore, répéta-t-il. Elle haussa une épaule. J'essaye de rester informé. Il resta silencieux. Puis il dit. Quel est votre nom déjà? Vous connaissez déjà mon nom, dit-elle. Vous me l'avez demandé hier. Je veux vous l'entendre dire à nouveau. Sa louve fit quelque chose d'inopportun. Mara, dit-elle. Il le répéta une seule fois. Son nom dans sa bouche, délibéré et silencieux. Elle ramassa son panier. J'ai encore 3 pièces à faire, dit-elle. Il s'écarta. Elle passa devant lui. Elle pouvait sentir ses yeux sur son dos tout le long du couloir. Sa louve était absolument insupportable à ce sujet. Son nom était Kane. Elle ne l'apprit pas de Sénat, mais de l'annonce formelle au dîner de l'Assemblée où elle servait. Le héros le dit avec une cérémonie significative. Le roi Alpha Kane des Terres du Nord, souverain des 7 territoires, commandant de l'armée des Luces unifiées, et plusieurs autres titres qui continuaient d'arriver après qu'elle eut arrêté de compter. Elle portait des assiettes et ne regardait pas la table d'honneur. Elle regarda la table d'honneur une fois. Il la regardait déjà. Elle reporta son attention sur les assiettes. Après le dîner, elle aida à débarrasser et à laver. Elle retourna dans sa petite chambre vers la 10e heure. Elle s'assit sur le bord de son lit et elle eut une conversation très ferme avec elle-même. Il était curieux à son sujet. Parce qu'elle avait été impolie avec lui par accident et ne s'en était pas excusée le bon nombre de fois. Les gens puissants trouvaient ça nouveau quand quelqu'un les traitait comme une personne ordinaire. Ça passerait. Il finirait son assemblée, retournerait dans les terres du Nord, et elle redeviendrait invisible. Et tout irait bien. Sa louve n'était pas d'accord. Elle l'ignora. Le lendemain matin, il était dans le couloir des cuisines. Pas dans la cuisine, dans le couloir juste devant. Ce n'était pas un endroit où les rois alpha avaient affaire. Il tenait un document et parlait à quelqu'un. Mais il leva les yeux quand elle passa la porte, et la personne à qui il parlait les regarda tour à tour, puis elle disparut discrètement. Mara ajusta son panier sur sa hanche et continua de marcher. « Apparemment, mon emploi du temps aujourd'hui consiste à être avec vous, dit-il alors qu'elle le dépassait. Elle s'arrêta, se retourna. « J'ai du travail, dit-elle, je sais. » Il se mit à marcher à côté d'elle. « C'est votre chemin vers la lingerie, n'est-ce pas ?» Elle le dévisagea. « Vous m'accompagnez à la lingerie? Je vais dans cette direction, dit-il. Elle se remit à marcher. Rester immobile n'allait pas rendre la situation moins étrange. Ils marchèrent ensemble un moment en silence. Il s'adapta à son rythme sans commentaire. Un roi marchant au pas d'une oméga des cuisines, dans un couloir de service, tenant un document qu'il ne lisait pas. « Vous n'avez pas des choses à faire pour l'Assemblée » dit-elle. « Pas avant 1 heure, répondit-il. Elle poussa la porte de la lingerie. Il la tint ouverte. Elle prit ce dont elle avait besoin. Il se tenait dans l'embrasure de la porte et regardait les étagères. « C'est vous qui organisez ça, » dit-il. « Il faut bien que quelqu'un le fasse. Les étiquettes sont en écriture ancienne, dit-il. « C'est mon système, répondit-elle. L'écriture ancienne est plus spécifique. » Il la regarda. « Où avez-vous appris l'écriture ancienne? » La colonie de la frontière Est avait une professeure, dit-elle. Une vieille femme, elle pensait que l'écriture moderne était paresseuse. Elle nous enseignait l'ancienne manière, ou rien du tout. Mara ferma son panier. La plupart des gens la trouvaient difficile. L'était-elle? Extrêmement. Mara dit que c'était la meilleure chose chez elle. Il s'appuya contre le cadre de la porte. Il avait cette qualité, elle le remarquait. Celle de quelqu'un qui ne se positionne jamais pour prendre de la place, mais qui en prend quand même, juste en existant. « Ça vous manque, dit-il. » La colonie. Elle resta silencieuse un moment. « Certaines choses, oui, dit-elle. » « Pourquoi êtes-vous parti ?» Elle le regarda fixement.
C'est une question personnelle. Oui, dit-il. Ça l'est. Elle ramassa son panier. Vous êtes très direct. Vous êtes très prudente, dit-il. Ce n'est pas une critique. Je le remarque, c'est tout. Vous réfléchissez avant chaque mot, comme si vous aviez appris que dire la mauvaise chose a des conséquences. Sa poitrine se serra légèrement. Elle resta silencieuse. La plupart des omégas dans votre position, dit-il, essaieraient très fort d'être agréables avec moi en ce moment. La plupart des omégas dans ma position sont plus intelligentes que moi, dit-elle. Quelque chose passa sur son visage. Je ne pense pas que ce soit vrai, dit-il doucement. Et elle passa devant lui dans le couloir. Il se remit à marcher à côté d'elle. Ça va faire jaser, dit-elle. Probablement, admit-il. Ça ne vous dérange pas. Pas particulièrement. Moi, ça me dérange, dit-elle franchement. Pourquoi? Parce que quand vous partirez, dit-elle, vous partirez. Moi, je reste ici. Et les rumeurs restent avec la personne qui reste. Il s'arrêta de marcher. Elle s'arrêta aussi. S'arrêter semblait plus honnête que de prétendre qu'elle n'avait rien dit d'important. Il la regarda avec ses yeux sombres. Ceux qui la regardaient depuis la collision dans le couloir la veille au matin. « Et si vous ne restiez pas ici ?» dit-il. Elle sentit quelque chose la traverser, depuis ses pieds. « Ne faites pas ça », dit-elle. Il attendit. « Je suis sérieuse », dit-elle. Quelle que soit la suite de cette phrase, ne la dites pas. Il étudia son visage. « Vous l'avez senti », dit-il, quand nous étions dans le couloir. « Vous l'avez senti de la même manière que moi. » Elle regarda le mur. « Ça n'a pas d'importance, » dit-elle. « Pour moi, si, » dit-il. Elle se força à le regarder, à garder son visage impassible. « Je suis une oméga non liée d'une colonie frontalière. Je travaille dans la cuisine de la meute de quelqu'un d'autre, » dit-elle. « Vous êtes le roi alpha de cet territoire. Quoi que vous ayez ressenti dans ce couloir. » Elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « Quoi que ce soit, ça n'a pas de sens. Et je ne fais pas de choses qui n'ont pas de sens. » Il la regarda un long moment. « Je vous verrai demain, » dit-il. « Je travaillerai, » répondit-elle. « Je sais, » dit-il. Et il s'éloigna. Sa louve faisait de nouveau ce son. Le nouveau. Celui pour lequel elle n'avait pas de catégorie. Elle se tint dans le couloir de service et lui ordonna fermement d'arrêter. Elle n'arrêta pas. Elle essaya poliment de se faire réaffecter. Elle alla voir la gouvernante en chef ce soir-là. Elle expliqua, sans rien expliquer de réel, qu'elle pensait que l'aile pourrait peut-être bénéficier d'une attention différente, et qu'elle-même serait peut-être plus utile dans les cuisines du bas cette semaine. La gouvernante la regarda par-dessus ses listes. « Vous vous êtes occupé de l'aile est, » dit la gouvernante. « Vous finirez l'aile est. »« Oui, » dit-elle. Elle retourna dans sa chambre, s'assit sur le lit et pensa à s'enfuir. Pas le genre dramatique, juste partir. Elle l'avait déjà fait une fois. De la colonie de la frontière Est, pour des raisons qu'elle n'aimait pas trop remuer dans son esprit. Elle savait comment faire ses bagages rapidement et silencieusement. Elle savait comment être quelque part, puis ne plus y être. Mais elle n'avait nulle part où aller. Et elle n'allait pas fuir un sentiment. Elle valait mieux que ça. Probablement. Le lendemain matin, elle arriva à l'aile Est avec son matériel de nettoyage. Et son intention absolue d'être professionnelle et discrète. Elle le trouva déjà là. Pas en train d'attendre. Pas exactement. Il lisait à son bureau dans la pièce extérieure. Une vraie lecture de travail. Des documents étalés devant lui, un stylo faisant des marques. Mais il leva les yeux immédiatement quand elle entra. Ce qui signifiait qu'une partie de lui avait été consciente de la porte. Elle n'en tint pas compte. « Bonjour, dit-elle. C'est votre espace de travail. Je peux revenir plus tard si... »« Restez, dit-il. Ça ne me dérangera pas. » Elle resta. Elle travailla silencieusement et efficacement. Elle prétendit qu'avoir le roi alpha à 2,50 m en train de faire sa correspondance était une situation tout à fait ordinaire. Il travaillait. Elle travaillait. La pièce était silencieuse, à l'exception du stylo et de ses mouvements prudents. Après environ 20 minutes, il dit sans lever les yeux. « Vous n'avez pas bien dormi. » Elle s'arrêta. « Quoi ?» Il leva les yeux. « Vos yeux. » Il se replongea dans son document. « Depuis quand est-ce un problème ?»« Ce n'est pas un problème, dit-elle. C'est juste parfois. »« Depuis quand ?» Elle redressa un rideau. « Quelques années. Depuis que vous avez quitté la colonie. » Elle ne dit rien. Il posa son stylo. « Mara. » Elle se tourna pour lui faire face. L'éviter lui aurait dit quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'il sache. « Vous n'êtes pas obligé de me le dire, » dit-il. « Mais j'aimerais comprendre. » Elle le regarda. Il était maintenant assis en arrière, la regardant avec une attention directe. Pas pressante, juste ouverte à ce qu'elle choisirait.
Elle n'avait eu qu'une seule personne dans sa vie qui écoutait comme ça. Sa professeure à la colonie, la vieille femme difficile qui enseignait l'écriture ancienne parce que la moderne était paresseuse. Elle ne voulait pas penser à ce que cela signifiait qu'il lui rappelle ça. « Il y a eu une situation, dit-elle prudemment. À la colonie, il y a 3 ans. J'ai pris la décision que partir était la meilleure option. Quel genre de situation? Le genre qui impliquait un homme qui ne comprenait pas ce que non voulait dire, dit-elle. Platement, sans en faire un drame. Son visage devint très immobile. On s'est occupé de lui, dit-elle, par les anciens de la meute. Finalement. Mais j'étais déjà parti à ce moment-là. Elle haussa une épaule. Je n'étais pas prête à attendre pour savoir s'il gérerait ça correctement. Vous avez fait le bon choix, dit-il. Sa voix était calme et certaine. Je sais, dit-elle. Je l'ai toujours pensé. Elle ramassa son panier. Certaines nuits, le cerveau fait des calculs différents. Il la regardait avec quelque chose dans le visage qui lui donnait envie de détourner le regard. Elle ne le fit pas. « Il n'y avait personne ?» dit-il. « Qui vous a aidé à partir ?» Elle pensa à la vieille professeure, au petit paquet soigneusement emballé qui avait été laissé à sa porte la nuit avant son départ. De vieilles pièces et un mot plié qui disait juste « Bon voyage ». « Il y avait quelqu'un » dit-elle. D'une certaine manière. Il hocha la tête. Le silence était différent du silence de travail de tout à l'heure. Il y avait plus de poids. Elle se remit au travail. Il retourna à ses documents. Mais quelque chose avait changé dans la pièce. Et tous les deux le savaient. Et aucun des deux n'en parla. Alors qu'elle partait, il dit de nouveau son nom. Elle s'arrêta à la porte. « Merci, dit-il, de me l'avoir dit. » Elle le regarda. Elle dit « C'est facile de vous dire des choses. » Elle le dit comme si c'était un problème. Parce que c'en était un. Elle partit. Cet après-midi-là, Senna la trouva dans la buanderie. « Le roi Alpha a posé des questions sur vous, » dit Senna à la gouvernante. « Par votre nom. » Mara continue de plier. Il a demandé quoi? « Si vous étiez du personnel permanent ou sous contrat, » dit Senna. Ses yeux étaient très grands. « Mara, qu'est-ce qui se passe? »« Rien, » dit Mara. « Absolument rien. » Senna la regarda avec l'air de quelqu'un qui trouvait cela complètement peu convaincant, mais qui décida de garder la conversation pour plus tard. Mara plia le drap avec plus de précision qu'il n'en fallait. Sa louve, comme on pouvait s'y attendre, ne dit rien d'utile. L'assemblée se termina le 4e jour. Elle le savait, parce que l'énergie de la grande maison changea le matin. Le chaos organisé particulier des invités importants, se préparant à partir. Des sacs apparaissant dans les couloirs. Des chevaux dans la cour. La gouvernante se déplaçant de pièce en pièce avec sa liste, faisant les dernières vérifications. Mara travailla dans la cuisine. Elle resta loin de l'aile est. C'était délibéré. Elle était douée pour être délibérée. En milieu de matinée, les bruits de départ battaient leur plein. Et elle se dit que c'était bien. C'était le résultat correct. Il partirait, et elle resterait. Et la chose qui se passait dans sa poitrine depuis 4 jours se calmerait une fois qu'il serait parti. Sa louve suggéra le contraire. Elle dit à sa louve qu'elle n'avait pas son mot à dire. Elle transportait une charge de linge de table de la salle à manger et à travers le couloir latéral. Quand elle entendit des pas derrière elle, elle sut à qui ils appartenaient avant de se retourner. « Vous m'évitez, dit-il. Vous partez aujourd'hui, dit-elle. Je travaille. » Les deux étaient vrais. Il se mit à marcher à côté d'elle. Elle continua de marcher. « L'assemblée est terminée, dit-il. Je pars dans l'heure. Je sais. » Il resta silencieux un moment. Elle pouvait le sentir se préparer à dire quelque chose. « Ne faites pas ça, dit-elle. » Il s'arrêta de marcher. Elle s'arrêta aussi, parce qu'ils avaient apparemment établi que c'était ce qu'il faisait. « Je n'ai encore rien dit, dit-il. Je sais ce que vous allez dire, répondit-elle, et j'ai besoin que vous ne le disiez pas. » Il la regarda fixement. « Mara, s'il vous plaît, dit-elle. » Sa voix sortit plus stable qu'elle ne l'avait prévu. « J'ai passé 4 jours à être très prudente, et ça a assez bien fonctionné. Et si vous dites la chose que vous allez dire, alors je devrais gérer ça. Et je ne veux pas gérer ça. Pourquoi pas? Parce que vous allez partir, dit-elle. C'est ce que c'est. Vous êtes arrivé et vous étiez. Elle s'arrêta, choisit le mot avec soin. Inattendu. Et j'ai réagi à ça. Et maintenant vous partez et c'est la fin correcte de tout ça. Et j'aimerais que ça se termine proprement. Il était très immobile. Et si je ne veux pas que ça se termine, dit-il. Elle regarda son linge, puis lui. Je suis une oméga des cuisines dans une meute qui n'est pas la mienne, dit-elle. Vous êtes le roi Alpha. Elle soutint son regard. Je sais ce que je suis. Je sais de quoi ça aurait l'air de l'extérieur. Je sais de quoi j'aurais l'air si je... Elle s'arrêta de nouveau. Quoi?
dit-il. Si je le voulais, dit-elle. Si je me laissais le vouloir. Et puis que ça devenait ce que ça allait toujours devenir. C'est-à-dire, rien. Elle secoua la tête. Je ne me fais pas ça à moi-même. Et si ça ne devenait pas rien, dit-il. Ce sont des mots très faciles à dire avant de monter à cheval et de partir vers le nord, dit-elle. Sa mâchoire se serra. Elle se sentit mal à ce sujet. Elle le dit quand même parce que c'était vrai. Venez dans les terres du nord, dit-il. Elle le dévisagea. Pas comme... Il s'arrêta, se recalibra. Venez voir. C'est tout ce que je dis. Venez dans les terres du nord et voyez ce que c'est, et ce que je suis là-bas. Et prenez une décision à partir de là. Vous me demandez de quitter ma vie, dit-elle. Vous avez dit que votre vie ici était un choix que vous aviez fait pour la sécurité, dit-il, pas pour le bonheur. C'était une conversation privée. Oui, dit-il. Je sais, je l'utilise quand même parce qu'il me reste environ 40 minutes avant de perdre la capacité de dire tout ça. Elle regarda son visage, la certitude qui s'en dégageait. Pas de l'arrogance, elle connaissait l'arrogance. Et ce n'était pas ça. Quelque chose de plus comme un homme qui avait fait le calcul et était arrivé à une réponse, et qui la présentait aussi honnêtement que possible. Elle serra son linge. « Je ne vous connais pas, dit-elle. Vous en savez plus que vous ne le pensez, dit-il. Et vous pourriez connaître le reste. C'est de la folie, dit-elle. Probablement, admit-il. Vous ne faites pas ça, dit-elle. Les rois ne... Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Je sais comment les choses fonctionnent, dit-il. Je suggère quelque chose de différent. Elle resta silencieuse. Sa louve était complètement inutile de la manière la plus bruyante possible. « Pourquoi moi ?» dit-elle. « Vous pourriez avoir n'importe qui, n'importe quelle meute, n'importe quelle fille qu'il vous présente. Pourquoi êtes-vous dans un couloir de service à parler à une oméga des cuisines des terres du Nord ?» Il la regarda un long moment. « Parce que vous m'êtes rentré dedans dans un couloir, vous avez fait tomber votre panier, et vous avez dit pardon 3 fois. Puis vous m'avez contourné comme si j'étais un meuble gênant, dit-il. Vous ne saviez pas ce que j'étais. Et quand vous l'avez découvert, vous avez été prudente, pas effrayée. Vous m'avez dit une chose vraie sur vous le 2e jour, et vous me l'avez dite simplement. » Il fit une pause. « Personne ne me dit des choses vraies simplement, dit-il. On me dit des choses gérées, des choses organisées. Vous me parlez, tout simplement. » Elle regardait le sol maintenant. « Mara, dit-il doucement. Ne dites pas mon nom comme ça, dit-elle. Comme quoi? Comme si ça signifiait quelque chose. Ça signifie quelque chose, dit-il. Elle sentit une fissure en elle, petite mais réelle. La chose qu'elle avait tenue prudemment pendant 4 jours. Je ne vais pas vous supplier, dit-il. Je demande une fois, simplement, venez au nord, découvrez ce que c'est. Elle leva les yeux vers lui. Son visage était ouvert d'une manière qui, elle le comprenait, lui coûtait quelque chose. Pas un homme qui s'ouvrait facilement, pas un homme qui demandait. Elle allait dire non. Elle avait préparé le non. C'était raisonnable et clair, et le choix sensé. Ce qui sortit à la place fut « J'ai besoin de 2 jours ». Il cligna des yeux. « 2 jours, dit-elle. J'ai des obligations ici, et je ne laisse pas de désordre. Donnez-moi 2 jours pour régler les choses, et je... » Elle s'arrêta. « Et je viendrai. » Quelque chose passa sur son visage. Il tendit la main, grande, chaude. Elle se referma doucement sur la sienne, par-dessus le paquet de linge. « 2 jours, dit-il. J'attendrai. » Elle regarda leurs mains, la taille de la sienne autour de la sienne. Sa louve se tut. Pas le silence agité et impatient de la répression. L'autre sorte. Celle qui vient quand on arrive quelque part. Elle le dit à Senna ce soir-là. Senna s'assit sur le lit dans la petite chambre de Mara. Elle resta silencieuse, plus longtemps que Senna ne l'était jamais d'habitude, ce qui voulait dire quelque chose. Puis elle dit, « Tu pars ?»« Oui, » dit Mara, « vers les terres du Nord. »« Oui, avec lui. » Mara pliait ses affaires. Elle n'en avait pas beaucoup. C'était à la fois un avantage et une sorte de tristesse spécifique. Ne pas avoir grand-chose. On pouvait faire ses bagages rapidement. On ne perdait pas grand-chose en partant. Mais il y avait aussi la reconnaissance de l'impermanence. La preuve, Mara, dit Senna. Sa voix était différente maintenant, calme et réelle. Tu es sûre? Mara s'assit sur le bord du lit. Non, dit-elle honnêtement. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est peut-être le moment le plus incertain de toute ma vie. Alors pourquoi? Elle regarda ses mains. Parce que j'ai été certaine et en sécurité pendant 3 ans, dit-elle. Et la sécurité, c'est bien.
Je connais la valeur de la sécurité. Mais, elle s'arrêta. Mais quoi? Dit doucement Senna. Mais il m'a regardé comme si j'étais une vraie personne, dit-elle. Pas une catégorie, pas une chose à gérer ou une oméga à évaluer. Juste une personne à qui il voulait parler. Elle fit une pause. J'avais oublié que c'était possible. Senna resta silencieuse. La petite chambre avait la vue sur le mur par la fenêtre. Sombre maintenant. Juste de la pierre. Il pourrait te décevoir, dit Senna. Pas méchamment. Juste vrai. Il pourrait, admit Mara. Ça pourrait être plus difficile que tu ne le penses. Ce le sera probablement. Les terres du Nord ne ressemblent en rien à ici. Je sais. Senna la regarda un long moment. Puis elle se leva, alla au petit coffre sous son propre lit et revint avec quelque chose. Un morceau de tissu plié, vieux, doux avec l'âge. Elle le pressa dans les mains de Mara. « De ma mère, dit-elle, pour le voyage. Une vieille tradition de la meute. Tu portes quelque chose de quelqu'un qui t'aime. Ça garde la route honnête. » Mara le tint. Sa gorge fit quelque chose qu'elle n'était pas censée faire. « Ne fais pas ça, dit Senna fermement. » J'ai dit non. Je vais pleurer et ensuite ça va m'énerver. Mara rit. Le son sortit légèrement brisé. Elles restèrent assises ensemble dans la petite chambre, jusqu'à ce que le feu baisse. Senna s'endormit là où elle était assise, et Mara la couvrit d'une couverture et finit de faire son sac dans le calme. Un change de vêtements, le couteau de son père, les notes de sa professeure sur l'écriture ancienne, le tissu que Senna lui avait donné. Elle fut prête en 20 minutes. Elle s'assit près du feu bas et ne dormit pas. Et n'était pas malheureuse. Les 2 jours passèrent différemment de ce qu'elle avait prévu. Il y avait plus à régler qu'elle ne l'avait pensé. Pas de manière compliquée. Juste les petits fils d'une vie intégrée dans un lieu. Elle écrivit son système d'organisation du linge pour celui qui prendrait sa place. Elle régla une petite dette qu'elle avait oublié avoir envers la cuisinière en chef. Elle nettoya sa chambre jusqu'à ce qu'elle soit aussi propre qu'elle l'avait trouvée. Elle alla dans l'aile et le 2e jour. Pas parce qu'elle y était affectée, mais parce qu'elle voulait la voir une fois de plus à la lumière ordinaire, sans lui. Ce n'étaient que des pièces, de grandes pièces. Fridays le matin, sans le feu allumé. Elle se tint dans la pièce extérieure où il s'était assis pour lire des documents. Le bureau était vide. Pas de papier, pas de stylo. Aucune trace de lui, sauf la disposition particulière de la chaise. Tirée légèrement en biais, d'un angle qui lui ressemblait. Elle resta là un moment. Puis elle partit. Il était dans la cour le matin du 3e jour, avec 2 chevaux et un petit groupe de sa garde, et son assistant qui avait des chaussures pratiques. Il la vit passer les portes principales avec son sac. Il ne dit rien. Il s'approcha et lui prit son sac, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Elle le tendit à l'assistant sans détourner le regard de son visage. « Vous êtes venu, dit-il doucement. « J'ai dit que je le ferais, répondit-elle. Les gens disent des choses. Je fais ce que je dis, dit-elle. Quelque chose se calma sur son visage. La cour était animée autour d'eux, des gens se déplaçant avec détermination. Personne ne les regardant directement, ce qui signifiait que tout le monde les regardait indirectement. Elle en était consciente et décida de ne pas s'en occuper pour une fois. Il lui offrit sa main. Elle la regarda, grande et certaine, tendue simplement, sans rien jouer. Elle mit sa main dans la sienne. Ses doigts se refermèrent sur les siens. « Prête » dit-il. Ce n'était pas une question. « Non » dit-elle honnêtement. Il la regarda alors, doucement. « Moi non plus. » Ils marchèrent vers les chevaux. Sa louve marchait avec elle cette fois. Pas devant elle, pas tirant à côté d'elle, comme si elles allaient dans la même direction. Pour la première fois en 3 ans, peut-être plus, c'était le cas. Les terres du Nord étaient à 6 jours de route vers le Nord. Elle le savait en théorie. En pratique, 6 jours étaient une chose spécifique. 6 matins à se réveiller dans des lits de garnison ou des auberges de voyageurs, ou une fois dans un camp à la Belle Étoile. 6 après-midi dans la voiture, à regarder le paysage changer, jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots. Le Nord était vieux, c'était la première chose. Vieux d'une manière que le Sud n'était pas. Comme si la terre avait été là avant les gens et avait des opinions à leur sujet. Les arbres changèrent le 3e jour, plus larges, plus sombres, plus délibérés. Le ciel devint plus grand. L'air avait une qualité différente, propre d'une manière qui ressemblait à une déclaration. Elle pressa son visage contre la vitre de la voiture, le 4e jour, et ne fit pas semblant de ne pas le faire. Il était en face d'elle, en train de lire. Il leva les yeux et la surprit en train de regarder une crête particulière de pierre sombre contre le ciel du soir.
C'est la frontière de Karn, dit-il. Il vint s'asseoir à côté d'elle plutôt qu'en face, se penchant légèrement devant elle pour pointer. De l'autre côté de cette crête, c'est là que commence le conflit des territoires de l'Est, depuis 60 ans. Elle regarda la crête. Juste de la pierre d'ici. Ordinaire. Ça ne ressemble pas à 60 ans de conflit, dit-elle. Jamais de l'extérieur, dit-il. Il resta à côté d'elle plutôt que de retourner en face. C'était la première fois qu'il s'asseyait du même côté dans la voiture. Elle était consciente de son épaule près de la sienne. « Parlez-moi de ça », dit-elle. « Le conflit. » Il lui raconta. C'était un bon conteur. Il lui donna d'abord la forme générale, puis les détails, ce qui était le bon ordre. Elle posa des questions quand elle en avait. Il répondit sans simplifier, ce qu'elle apprécia. Au moment où ils s'arrêtèrent pour la nuit, elle comprenait le conflit mieux que la plupart des choses qui ne la concernaient pas directement. C'était le schéma des 6 jours. Il parlait, elle écoutait, et posait des questions. Elle parlait moins, plus prudemment, et il écoutait de la manière qu'elle avait remarquée depuis le début. Cette écoute pleine et présente, qui ne vous donnait aucune raison de retenir quoi que ce soit. Elle lui parla de la colonie la 4e nuit, plus qu'elle ne lui en avait dit dans le couloir de l'aile est. La version complète. La professeure, les années difficiles, l'homme qui n'avait pas compris le nom, la nuit où elle était partie. Elle le raconta simplement et sans mise en scène, et il le reçut de la même manière. Il lui parla de son père la 5e nuit. Plus de 2 phrases cette fois. Son père avait été un bon roi et un homme froid. Et Cain avait passé la majeure partie de sa vie à essayer de savoir laquelle de ces choses était vraie en premier. Elle y pensa longtemps. La forteresse apparut l'après-midi du 6e jour. Elle apparut au sommet d'une longue montée. Elle la vit avant qu'il ne dise quoi que ce soit. Elle leva simplement les yeux du livre qu'elle lisait. Et elle était là. Elle était grande, ancienne, construite avec la même pierre sombre que le paysage. Comme si elle en avait poussé plutôt que d'y avoir été placée. Mais elle n'était pas sinistre. C'est ce qui l'a surpris. Elle s'était attendue à du sinistre, et avait trouvé à la place quelque chose qui semblait avoir été habité depuis très longtemps par des gens qui le pensaient vraiment. Il y avait de la fumée de 3 cheminées, des lumières aux fenêtres du bas, même l'après-midi, une cour. Elle pouvait voir même de cette distance qu'elle avait l'activité organisée d'un endroit réel. « Chez moi », dit-il doucement. Elle le regarda. Il regardait la forteresse avec quelque chose sur le visage. Elle reconnut la qualité spécifique de regarder quelque chose qui est à vous, au sens le plus profond. Elle la regarda de nouveau. Elle était sur le point de dire quelque chose quand la voiture s'arrêta et la porte s'ouvrit. Et puis ce furent des chevaux et des gens, et les affaires pratiques de l'arrivée, qui requirent toute son attention. La maisonnée sortit pour les accueillir. Ils la regardèrent. Elle les regarda en retour. Il y avait une femme qui dirigeait la maisonnée, Sarah. Elle apprit le nom rapidement. Elle avait les yeux de quelqu'un qui évaluait tout et n'oubliait rien. Elle regarda Mara un long moment. Mara resta immobile et la laissa regarder. Puis Sarah dit, « Vous voudrez voir la salle des anciennes archives. Il y a des documents en écriture ancienne que nous n'avons pas pu cataloguer correctement depuis 20 ans. » « Oui, dit Mara. Je le voudrais. » Sarah hocha la tête comme si quelque chose avait été confirmé. Cain observait cet échange avec une expression qu'elle commençait à pouvoir lire. Le presque sourire qu'il ne laissait pas tout à fait devenir un. On lui montra une chambre. Ce n'était pas une petite chambre avec vue sur un mur. Elle était plus grande que ce à quoi elle était habituée, avec une fenêtre qui donnait sur le paysage du nord et un feu déjà allumé. Et un bureau. Il y avait un bureau. Elle se tint au milieu de la pièce avec son petit sac et regarda le bureau. Sa louve s'assit, contente. Elle lui dit de ne pas s'emballer. Elle avait la qualité particulière de l'ignorer qu'elle avait perfectionnée au cours des 6 derniers jours. Elle trouva la salle des anciennes archives le 2e matin par accident. Elle avait cherché la cuisine et était allée à gauche alors qu'elle aurait dû aller à droite, ce qui était apparemment une condition permanente. Et elle se retrouva dans une longue pièce basse qui sentait extraordinairement le vieux papier et le temps. Elle oublia la cuisine. Les archives remontaient plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Des documents d'avant l'unification, certains d'entre eux. Et c'étaient les plus intéressants. Des accords originaux, des marquages territoriaux. Le genre d'archives qui montrait ce qu'étaient les choses avant que la version officielle ne décide de ce qu'elles étaient. Elle était plongée dans une pile de documents du territoire de l'Est, quand une voix depuis l'embrasure de la porte dit « Nous vous cherchions ». Elle leva les yeux. C'était l'assistant,
celui avec les chaussures pratiques. J'ai trouvé la salle des archives, dit-elle. Nous avons remarqué, dit-il. C'est le deuxième matin. Son expression était patiente et pas méchante. Sa Majesté vous attendait au briefing du matin. Elle regarda le document dans ses mains. Quelle heure est-il? 3 heures après le briefing, dit-il. Elle posa le document avec soin. Désolé, dit-elle. L'écriture ancienne est... Elle fit un geste vers la pièce. Il y en a beaucoup. Je vois ça, dit-il. Son nom était Ellis. Elle l'apprendrait plus tard. Il était avec Kane depuis 7 ans et avait une manière très spécifique d'être utile sans être envahissant. Elle le suivit jusqu'au bureau. Kane était à son bureau. Il leva les yeux quand elle entra. Son expression faisait la chose qu'elle avait cataloguée. La chose contrôlée qui essayait de ne pas être soulagée. « Vous avez trouvé la salle des archives, dit-il. Je cherchais la cuisine. » Il la regarda. « Cette direction, dit-il en pointant. Toujours. » Elle s'assit sur la chaise en face de son bureau. Pas invitée, pas non invitée. Elle avait remarqué dans la voiture qu'il n'exigeait pas d'invitation et avait cessé d'attendre. Ellis a dit que 3 heures étaient passées, dit-elle. Oui, je suis désolé pour le briefing. L'êtes-vous, dit-il. Ce n'était pas accusateur, une vraie question. Elle y réfléchit honnêtement. En grande partie, dit-elle. Les documents sont intéressants. Il avait l'air de décider s'il devait être agacé. Il décida de ne pas l'être. Qu'avez-vous trouvé, dit-il. Elle lui parla des documents de l'Est d'avant l'unification. Les marquages territoriaux originaux. La manière dont la version officielle avait simplifié ce qui avait en fait été un arrangement plus compliqué. Il se pencha en avant. Le conflit, dit-il. Celui de 60 ans. Oui. Elle écarta les mains. L'accord original était à double usage, un accès partagé. Quelqu'un dans le processus d'unification l'a réduit à une possession unique. Et c'est là que l'argument commence réellement. Ce n'est pas à propos de la terre. C'est à propos de ce qui a été perdu dans la traduction. Il la dévisagea. Nous avons des historiens sur ce sujet depuis 4 ans, dit-il. Je suis ici depuis 2 jours, dit-elle. Mais je lis vite et l'écriture ancienne est claire si on la connaît. Il se leva, contourna le bureau. Elle pencha la tête en arrière pour le regarder. Montrez-moi, dit-il. Ils passèrent le reste de la matinée dans la salle des archives. Elle lui montra les documents. Il comprit rapidement. Elle remarqua cela chez lui, qu'il n'avait pas besoin qu'on lui explique les choses 2 fois, que son esprit allait à l'implication avant qu'elle n'ait fini la phrase. Sarah apparut à la porte à un moment donné, avec de la nourriture, et la laissa sans commentaire. Ils la mangèrent sans s'arrêter. En début d'après-midi, ils avaient l'argument exposé sur la table. Accord original. Réduction de l'unification. Ce qui avait été perdu. Ce que cela signifiait pour le conflit. Maintenant, c'est ça, dit-il doucement. Après 4 ans, c'est vraiment ça. Probablement, dit-elle. Il faudrait un historien pour vérifier la datation et un esprit juridique pour en déterminer les implications. Mais la base est là. Il regarda les documents. Puis il dit, « Vous êtes entré dans ma chambre en portant du linge. » Elle dit, « Je cherchais la cuisine. » Il secoua légèrement la tête. « Mara. » Elle le regarda. Il ne dit rien d'autre. Il la regarda avec ce regard direct, celui qui voyait vraiment. Et elle le regarda en retour. Et ils comprirent tous les deux que quelque chose avait changé dans la pièce, pendant qu'ils ne faisaient pas attention à ce changement. Elle prit un document, le regarda. « Celui-ci est mal daté aussi, dit-elle, d'environ 30 ans. » Il se rassit à côté d'elle. Ils continuèrent à travailler. Ce soir-là, Sarah trouva Mara dans le couloir devant la salle des archives. « Vous avez été utile, » dit Sarah. Ce n'était pas une déclaration chaleureuse, c'était une déclaration précise. « Merci, » dit Mara. Sarah la regarda un moment. « Il est différent depuis son retour, » dit-elle. Elle le dit comme si elle notait la météo. « Différent comment ?» demanda Mara. « Moins comme un roi, » dit Sarah. « Plus comme une personne. » Elle s'éloigna. Mara se tint dans le couloir et garda cela pour elle un moment. Ce Louvre faisait de nouveau la chose calme et posée. Elle lui dit qu'elle était toujours prudente. Elle ne trouva pas cela crédible. 3 semaines après son arrivée dans les terres du Nord, elle cessa d'être prudente sur une chose. Une seule. Elle cessa d'être prudente quant au fait d'être vue avec lui. Le reste, elle le maintenait. La distance appropriée dans les espaces publics. L'adresse correcte devant le conseil. La séparation pratique entre qui elle était et ce qu'il était. Ce qui empêchait les choses de devenir compliquées d'une manière qu'elle ne pouvait pas gérer. Mais les matins dans la salle des archives ou le bureau,
ou occasionnellement la bibliothèque, où elle avait découvert 2 étagères d'écriture anciennes que personne n'avait touchées depuis des années. Elle cessa de prétendre que c'était autre chose que ce qu'ils étaient, c'est-à-dire la meilleure partie de sa journée. Il était facile de travailler avec lui. Elle ne s'y attendait pas. Elle s'était attendue à la difficulté de quelqu'un à qui on avait cédé pendant si longtemps que la collaboration était devenue étrangère. Au lieu de cela, il était direct et sincèrement intéressé. Et quand il n'était pas d'accord avec elle, il le disait simplement. Et ils en discutaient jusqu'à ce que l'un d'eux ait tort. Et alors c'était bien. Ils se disputaient au sujet du document du territoire de l'Est un matin de la 4e semaine, quand il s'arrêta en pleine phrase. Elle leva les yeux. Il la regardait de nouveau avec ce regard. Celui qu'elle avait catalogué, mais pour lequel elle n'avait pas encore trouvé le mot juste. « Quoi » dit-elle. « Rien » dit-il. « Vous avez arrêté de parler. J'ai été distrait » dit-il. « Par quoi » Il regarda le document. « Par vous » dit-il. « En général. » Elle regarda ses mains tachées d'encre. « Kane » dit-elle prudemment. « Je sais » dit-il. Elle leva les yeux. « Je ne force rien » dit-il. « Je sais où nous en sommes. Je sais que c'est... » Il s'arrêta. Choisit ses mots avec soin. « Je sais que vous êtes encore en train de décider des choses. » Elle resta silencieuse. « Je suis encore en train de décider des choses, » dit-elle. « C'est vrai. » Elle fit une pause. « Je veux juste que vous sachiez que décider n'est pas la même chose que d'aller dans une direction. » Il la regarda fixement. « Je sais entre quoi je décide, » dit-elle. « Je ne suis pas indécise. Je vais juste prudemment. »« D'accord, » dit-il. « D'accord, » dit-elle. Ils retournèrent au document. Le représentant de la meute de l'Ouest arriva la 5e semaine, une visite formelle, la première officielle depuis le retour de Cannes de l'Assemblée. La grande salle était pleine de gens qui comptaient, et Mara mangea dans les cuisines, ce qu'elle faisait de toute façon. Parce qu'elle aimait le personnel de cuisine, et la cuisinière Brina faisait quelque chose avec des légumes racines qui était la meilleure chose qu'elle ait mangée depuis des années. Mais il la trouva là. Il entra dans la cuisine à la 7e heure, alors que le dîner formel était clairement toujours en cours. Et il regarda autour de lui, jusqu'à ce qu'il la trouve au bout de la longue table. Le personnel de cuisine devint très silencieux. Il s'assit en face d'elle avec l'aisance de quelqu'un qui s'asseyait régulièrement aux tables de cuisine, ce dont elle était assez certaine qu'il ne faisait pas. « Le dîner formel est toujours en cours, dit-elle. Je sais. Vous avez quitté un dîner formel pendant 20 minutes, dit-il. Ellis s'en occupe. Il est meilleur à ça que moi de toute façon. » Elle le regarda. « Vous vous cachez dans ma cuisine, dit-elle. »« Oui, dit-il. » Elle poussa le plat de légumes racines de la cuisinière Brina vers lui. Il en mangea, leva les yeux. « C'est extraordinaire, dit-il. »« Je sais, dit-elle. Je travaille pour obtenir la recette. » Le personnel de cuisine avait repris ses mouvements autour d'eux, avec l'invisibilité pratiquée spécifique des gens qui avaient décidé que c'était normal maintenant. Il regarda la table, ses mains. « Chera, dit-il. » Elle connaissait ce ton. Elle posa sa cuillère. « Je dois vous dire quelque chose, dit-il, sans que ce soit une déclaration ou une pression, juste une information. »« D'accord, dit-elle. » Il la regarda directement. « Vous êtes ma compagne, dit-il. Je le sais depuis le couloir. Je veux que vous sachiez que je le sais. Et je ne vais pas prétendre que ce n'est pas le cas. Mais je ne vais pas non plus vous pousser. Parce que vous êtes venu ici pour découvrir ce que c'est. Et cela demande du temps. Et je respecte ça. » Elle le regarda. « Mais j'avais besoin que vous sachiez que je sais, dit-il. Parce que ça semblait malhonnête de ne pas le dire. » Elle était très immobile. Elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. Sa louve le lui disait depuis le premier matin dans le couloir avec le panier tombé. Elle l'avait classé sous « chose que je ne gère pas encore » et l'avait gardé là. L'entendre le dire était différent. « Je le sais aussi », dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Une fois, je vais toujours prudemment », dit-elle. « Je sais », dit-il. « Bien », dit-elle. Il finit les légumes racines. Elle finit les siens. La cuisine s'agitait autour d'eux. Quand il partit pour retourner au dîner formel, il s'arrêta à la porte de la cuisine. « Les 20 minutes ont aidé, dit-il. »« Bien, » dit-elle de nouveau. Elle le regarda partir. Puis elle s'assit dans la cuisine chaude avec la recette de la cuisinière Brina dans son avenir, et sa louve faisant la chose calme et posée. Et elle pensa à ce que « aller prudemment » signifiait réellement, quand on connaissait déjà la réponse. Elle cessa d'aller prudemment un mardi. Rien de particulier ne se passa ce mardi. Il n'y eut aucun événement significatif, aucun moment dramatique.
C'était un matin ordinaire dans la salle des archives. Le feu allumé contre le froid du nord. L'odeur familière du vieux papier. Ses mains tachées d'encre avant la 8e heure. Il entra en retard. Une affaire du conseil avait duré plus longtemps. Il s'assit en face d'elle à la table, tenant toujours le document de quelqu'un d'autre. Et elle lui tendit la tasse de thé qu'elle lui avait préparée. Parce qu'il était toujours en retard. Et le thé qu'elle lui préparait était toujours à la bonne température au moment où il arrivait. Il la prit sans lever les yeux. Lut son document, le posa. Prit le texte en écriture ancienne sur lequel ils travaillaient ensemble. Et elle pensa, avec une clarté très calme et pas du tout dramatique, « J'ai décidé ». Elle avait été prudente pendant 5 semaines. Elle l'avait regardé de petite et de grande manière. Elle l'avait vu être patient avec le conseil quand il n'avait pas de patience pour ça. Elle l'avait vu se souvenir des noms de tout le personnel de la maison. Elle l'avait vu se tenir à la fenêtre du nord parfois tôt le matin, quand il pensait que personne ne regardait, avec l'expression d'un homme qui portait quelque chose de grand et avait appris à le porter seul. Elle l'avait vu mettre du thé sur une table de cuisine et s'asseoir en face d'une oméga non liée. Parce qu'il avait besoin de 20 minutes de quelque chose de réel. Elle avait décidé. Elle posa son stylo. Il leva les yeux. Elle dit, « J'ai fini d'aller prudemment. » Il devint très immobile. Elle dit, « Je sais ce que j'ai décidé, et je le sais depuis au moins 2 semaines. Mais je lui donnais plus de temps parce que ça semblait sensé. Et je ne suis plus sûr que ça l'était. » Il posa son texte. « Qu'avez-vous décidé ?» dit-il doucement, comme si les mots pouvaient briser quelque chose s'il les disait mal. Elle le regarda. « Vous, dit-elle. J'ai décidé que c'était vous. Si c'est. » Elle s'arrêta, « Si vous le voulez toujours. » Il fut de l'autre côté de la table en environ 2 secondes. Elle se leva. Il était déjà là, proche, ses mains se levant pour encadrer son visage, de la manière qu'elle l'avait vu ne pas le faire pendant 5 semaines. Son front se posa sur le sien. Qu'elle sentit son souffle. Ses mains étaient chaudes contre son visage et tremblaient légèrement, ce qu'elle trouva plus révélateur que tout ce qu'il aurait pu dire. « Le vouloir toujours, dit-il. » Sa voix était rauque. « Ne me demandez plus jamais ça. » Elle rit. Le son sortit légèrement brisé. Ses mains bougèrent. Une resta sur son visage et une alla à sa taille, la tirant plus près, avec une retenue qui lui coûtait clairement quelque chose. Elle posa ses mains à plat sur sa poitrine. « Kane, dit-elle. » Il fit un son. Elle le supplia de ne pas la réclamer. Elle avait besoin de le dire parce qu'elle avait besoin de s'entendre le dire. « J'ai besoin que ce soit lent, dit-elle. J'ai besoin que vous alliez lentement avec moi. » Il recula assez pour la regarder. Il scruta son visage. « Trop tard pour certaines choses, dit-il doucement. Le lien de compagnon est là depuis 6 semaines. » Il lui toucha doucement le visage. « Mais tout le reste, oui. Aussi lentement que vous en avez besoin. » Elle expira. Elle pressa de nouveau son front contre le sien. Ils restèrent là dans la salle des archives, avec du vieux papier autour d'eux, et le feu du nord crépitant, et tous les deux respirant comme s'ils l'avaient retenu depuis longtemps. Sa louve était complètement silencieuse, du genre posé. Elle passa ses bras autour de lui, prudemment, comme quelque chose qu'elle choisissait délibérément. Il la tint comme si elle était la chose la plus importante dans la pièce. La cérémonie de réclamation formelle eut lieu 3 mois plus tard. Elle avait insisté pour comprendre ce que cela signifiait avant d'y consentir. Il lui avait donné 3 textes différents sur la loi des loups, et s'était assis en face d'elle, pendant qu'elle les lisait et répondait à toutes ses questions. Et il y en avait beaucoup. Elle avait des questions sur les implications politiques. Elle avait des questions sur ce que cela signifiait pour son statut au sein de la hiérarchie de la meute. Elle avait des questions sur l'accord du territoire de l'Est. Et si son implication dans le travail des archives devait être formellement reconnue avant la cérémonie. Parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce qu'elle avait contribué de manière indépendante. Il avait répondu à tout cela avec une patience qui était authentique, pas jouée. À la fin, elle avait dit « Encore une ». Il avait dit « Oui ». Elle avait dit « Le poème, celui sur le loup et l'homme, la vieille version du Nord ». Le mot qu'ils traduisent par « réclamer », est-ce le même mot? Il l'avait regardé. « Pas réclamer », avait-il dit. Le vieux mot est revenir. Elle avait hoché la tête. Alors, oui, avait-elle dit. La cérémonie fut petite. Elle avait insisté sur ce point aussi. Le conseil était présent, parce que c'était requis. Sarah se tenait près du devant avec une expression qui n'était pas chaleureuse. Exactement. Mais qui était satisfaite, ce qui, de la part de Sarah, signifiait la même chose. Ellis se tenait sur le côté avec ses chaussures pratiques.
et l'air de quelqu'un dont la planification à long terme avait porté ses fruits. Senna était venu de la maison Silvercrest. Mara lui avait écrit, et Senna avait répondu par 12 phrases. 9 d'entre elles étaient des variations de « je le savais », et elle était arrivée 4 jours avant la cérémonie avec un sac plus grand que celui de Mara pour tout le voyage vers le nord. Elle se tenait à côté de Mara maintenant. Il était de l'autre côté de la pièce. Il la regardait de la manière dont il la regardait, depuis une collision dans un couloir 6 mois plus tôt. Le regard direct, vrai, qui voyait. Sauf que maintenant, il y avait quelque chose de nouveau. Quelque chose qui s'était construit au fil de 5 semaines de thé et de vieilles archives, de dîners en cuisine et de matins lents, et de la connaissance particulière d'une personne à qui on a prêté une réelle attention. Elle le regarda en retour. La cérémonie était en écriture ancienne. Elle la traduisit dans sa tête au fur et à mesure, automatiquement. La voix de sa professeure sous chaque mot. Quand ce fut son tour, elle dit les vieux mots simplement, sans mise en scène, signifiant chacun d'eux. Il dit les siens, et sa voix était stable et calme. Et elle les sentit atterrir dans sa poitrine, comme s'ils avaient trouvé quelque chose qui les attendait. Après, dans la cour, où plus de gens s'étaient rassemblés qu'elle ne l'avait prévu. Le mot s'était apparemment répandu, comme les mots le font dans un endroit où les gens se soucient de leur roi. Elle se tenait à côté de lui, et sentit le lien s'installer en quelque chose de complet. Pas nouveau, il était là depuis un couloir, mais formel maintenant, reconnu, retourné volontairement. Sarah apparut à son coude. « Les représentants du territoire de l'Est arrivent la semaine prochaine », dit Sarah. « Il y a des documents en écriture ancienne, dans la salle des archives secondaires, qui pourraient être pertinents. Je commencerai demain, dit Mara. Sarah hocha la tête, s'éloigna. Senna apparut là où Sarah avait été. « Tu as l'air dégoûtamment heureuse, dit Senna. « Je me sens dégoûtamment heureuse, dit Mara. « Bien, dit Senna. Sa voix fit quelque chose de compliqué. « Tu mérites d'être dégoûtamment heureuse. » Mara passa son bras autour d'elle. Elles se tinrent ensemble dans la cour du Nord avec le ciel immense au-dessus d'elle. Et Mara pensa à la colonie de la frontière Est et à la professeure difficile. Et au petit paquet laissé à sa porte, et à toutes les mauvaises pièces dans lesquelles elle était entrée en chemin. Elle pensait comprendre maintenant ce que sa professeure avait essayé de lui donner, avec l'écriture ancienne. Pas seulement une langue. La compétence spécifique de trouver ce que quelque chose signifiait vraiment, quand la version officielle en avait peur. Elle avait appliqué cela à des documents territoriaux. Elle l'avait appliqué à un homme qui essayait de lui dire quelque chose de vrai. Elle avait trouvé ce que les deux signifiaient vraiment. Kane vint se tenir à côté d'elle. Senna le regarda avec le regard évaluateur qu'elle avait développé à cet effet. Il le supporta avec dignité. Senna dit, « Si jamais tu es méchant avec elle, je le saurai immédiatement, parce qu'elle me dit tout. » Il regarda Mara. « C'est juste, dit-il. » Senna parut satisfaite. Elle alla trouver la nourriture, que Mara savait qu'elle suivait depuis son arrivée. La main de Kane trouva la sienne. Elle entrelaça ses doigts avec les siens. Il baissa les yeux sur leurs mains, puis leva les yeux vers le ciel. « Votre professeur, dit-il, la difficile. Oui, aurait-elle approuvé? » Mary y réfléchit honnêtement. « Elle vous aurait posé 17 questions, dit-elle. Testez votre écriture ancienne, était en désaccord avec votre traduction d'au moins un document. Et puis m'aurait dit en privé que vous feriez l'affaire. Ça semble correct, dit-il. Elle appuya son épaule contre son bras. Le Nord était froid et immense et vieux. Il avait été là avant le conflit et avant l'unification et avant la version officielle de quoi que ce soit. Il serait là après. Il avait sa propre opinion sur tout et l'exprimait en pierre et en ciel. Elle commençait à le comprendre. Elle commençait à être comprise par lui. Ce qui, pensait-elle, était probablement ce que l'on ressentait chez soi quand c'était réel. 1 an après son arrivée dans les terres du Nord, Mara pouvait naviguer dans la forteresse sans se tromper, la plupart du temps. Elle finissait encore dans le cellier à poissons fumés, occasionnellement. Elle avait cessé de s'en soucier et avait commencé à tenir une petite liste de ce qu'il y avait là, parce que cela s'avérait être une information utile. L'accord du territoire de l'Est avait été signé au 7e mois, le premier accord signé en 62 ans. Les historiens qui étaient venus vérifier les documents originaux avaient passé 3 jours dans la salle des archives et avaient produit un rapport de 12 pages avec son nom dans la section des remerciements, qu'elle avait lu 4 fois sans le dire à personne. Le conflit n'était pas terminé.
Les accords qui mettaient fin à des disputes de 60 ans avaient tendance à générer de nouvelles disputes plus petites, en résolvant la première. Mais la base était différente maintenant. Ils se disputaient sur des détails plutôt que sur des fondamentaux. Ce qui était un type d'argument complètement différent, avec un type de solution complètement différent. Elle était dans la salle des archives un matin du début du printemps, quand Kane entra avec une lettre. Il la posa sur la table devant elle. Elle la regarda, la prit. Elle venait de la colonie de la frontière Est. Elle n'y était pas retournée depuis 4 ans. Elle n'avait pas eu de raison de le faire. Elle n'avait plus personne là-bas après la mort de sa professeure. Ce qui s'était produit la 2e année où elle était à Silvercrest. Et elle l'avait découvert trop tard pour faire autre chose que de vivre avec. La lettre venait de l'archiviste actuel de la colonie, une femme qu'elle ne reconnaissait pas, expliquant qu'en nettoyant les anciennes salles de classe, ils avaient trouvé une collection de documents, qui lui avaient été spécifiquement destinés, laissés par la professeure avec des instructions, pour qu'ils soient trouvés et livrés si et quand on saurait où elle se trouvait. « On sait apparemment où je me trouve maintenant », dit Mara. Il vint s'asseoir à côté d'elle. Elle relut la lettre, puis la posa et regarda le feu. Elle a passé toute sa vie à collectionner des choses que personne d'autre ne voulait, dit Mara doucement. De vieux documents, des livres étranges, des étudiants qui ne cadraient nulle part. Il resta silencieux à côté d'elle. Elle aurait adoré cette pièce, dit Mara. La salle des archives. Elle y serait restée 1 semaine et en serait sortie après avoir tout réorganisé. Et écrit 3 traductions et s'être plainte du système d'étiquetage. Elle souriait. Ses yeux faisaient autre chose. Il posa sa main sur la sienne sur la table. Elle retourna sa main et tint la sienne. « Faites venir les documents, » dit-elle. « Quoi qu'elle ait laissé, je les veux ici. J'enverrai Ellis aujourd'hui, » dit-il. Elle hocha la tête. Ils restèrent assis dans la salle des archives, un moment en silence. Elle pensa au mot pour chez soi en vieux nordique. Pas le mot courant, le mot spécifique qui signifiait « l'endroit qui connaît ton nom ». Celui qui apparaissait dans les documents d'avant l'unification pour marquer un territoire qui avait été colonisé assez longtemps pour avoir une mémoire. Elle cherchait une traduction depuis 3 mois. Elle pensait l'avoir maintenant. Elle prit son stylo. Dehors, le printemps du Nord faisait ce que les printemps du Nord faisaient. Arrivant tard et froid, et sans excuse, mais arrivant. Les murs de pierre se réchauffaient légèrement à la lumière du matin. La cour en bas avait les bruits du jour qui commençaient. Elle avait une pile de documents à parcourir. La salle des archives secondaires lui avait donné une autre boîte d'écriture ancienne, non cataloguée la semaine dernière, et elle ne l'avait pas encore commencée. Elle avait une traduction qu'elle était sur le point de terminer. Elle avait dans le tiroir de son bureau une lettre de Sénat qui nécessitait une réponse. La lettre disait, entre autres choses, que le valet de pied en chef avait finalement été identifié définitivement comme une oie dans un corps d'homme, et que la cuisinière Myriam avait pris sa retraite et laissé la recette des biscuits à la cardamome à la jeune fille de cuisine, et que la petite chambre avec vue sur le mur avait été donnée à quelqu'un de nouveau, qui apparemment allait aussi à gauche quand elle voulait aller à droite, ce que Sénat trouvait prometteur. Elle avait dans 3 mois une réunion avec les représentants du territoire de l'Est, pour laquelle elle se préparait avec la concentration spécifique de quelqu'un qui comprenait exactement ce qui avait été perdu dans la traduction la première fois. Et n'avait pas l'intention de laisser cela se reproduire. Elle avait à côté d'elle un homme qui l'avait trouvé dans un couloir, et lui avait demandé son nom d'une voix qu'elle avait sentie dans son sternum, et avait attendu 2 jours dans une maison du Sud et 6 semaines dans une salle des archives. Ed ne lui avait jamais fait sentir que l'attente était conditionnelle. Kane lisait maintenant. Il avait pris le document qu'elle avait mis de côté la veille, et le parcourait avec son stylo, faisant des marques, la regardant de temps en temps pour dire quelque chose à ce sujet. Parfois ne disant rien, parce que le silence entre eux était depuis longtemps devenu du genre confortable. Elle écrivit 3 mots en écriture ancienne, en haut d'une page fraîche. L'endroit qui connaît ton nom. Elle pensait que c'était la bonne traduction. Elle pensait que c'était aussi simplement vrai. Elle regarda le printemps du Nord par la fenêtre de la salle des archives et sentit sa louve assise, calme et posée dans sa poitrine, ne tirant ni en avant ni en arrière, juste présente, juste ici, juste enfin quelque part qu'elle reconnaissait. Elle trempa sa plume. Elle commença la traduction.